Hey, tu aimes ce que fait Soul Bando? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soul Bando, /Soul Bando. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Sous le bandeau, épisode numéro 76. Claudia. Allô? Claudia est là. Allô? Là, j'ai pas le son pour te faire le... On va le rajouter. On va le rajouter. On va le refaire. Encore fait 3e fois. Comment ça va, Claudia? Ça va bien. Ça fait, encore une fois, ça fait longtemps. Là, trop longtemps. Là, je comprends que tu es tanné de Sylvain puis tu veux l'envoyer dans le studio pour faire des émissions. Mais là, moi, j'ai hâte d'avoir ces belles conversations-là avec toi comme qu'on a tout le temps. Puis, fait que tu peux renvoyer Sylvain de l'autre côté. Il fait une bonne job, je le sais. Il est déjà parfait dans ce qu'il fait. Fait que viens faire plus d'émissions. On va laisser Sylvain de l'autre côté. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis bien d'accord. Bon, parfait. Fait que ça va bien? Comment ça se passe, ta vie, tout ça? J'imagine que tu as plein de changements, plein de choses. Plein de changements. Comme quoi? Plein de changements. J'ai quitté mon emploi pour être entrepreneur à temps plein. Bien sûr. Donc, c'est très excitant. Une belle intuition que j'avais envie de faire ce changement-là dans ma vie. Donc, je suis très contente. C'est tout récent en plus, là. Ça fait pas tout longtemps. Récent. Là. Ben, ça commence à se compter en mois, mais comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est récent. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je savais qu'il y avait de quoi. Quand même. Ouais. Ah, puis comment se passe ta belle carrière maçonnique? Est-ce que je comprends, c'est ta dernière année en plus comme vénérable maître? Il reste moins qu'une année, là. Il me reste moins qu'une année. Je peux compter sur une main le nombre de tenues qui me restent. Ah oui, combien il en reste? 1, 2, il en reste 4. 4? 4 officielles. Wow. Ensuite, une 5e qui va être celle des élections. Ouais. Une 6e où est-ce que je vais installer... Bon, il y aura une 7e aussi, ou non? C'est pas impossible si jamais il y a des changements de grade, des initiations. Ouais. Mais ou déjà, que personne se présente comme vénérable maître. Je pense pas que ça arrive, ça. Non? Non. OK. Bon. Non, beaucoup de gens très intéressés à poursuivre leur carrière maçonnique. Ah ouais? Ouais. OK. Mais si ça arriverait, tu ferais quoi? Est-ce que tu te représenterais? Non. Non? Ou tu dirais... Peace out, tu drop le drop de maillet? Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables et intéressés de le faire. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que si spontanément, il n'y a pas de candidature, ça serait plus peut-être des gens qui se réfrènent personnellement, plus que le manque d'intérêt ou le manque de capacité. Donc, non, je n'irai pas de l'avant pour me représenter. C'est génial. Ben écoute, moi, je trouve que c'est un 3 ans quand même qui est très réussi. Je t'ai vu aller quand même durant toutes ces années-là, quand même. Je suis quand même venu dans pas mal de tenues. Et j'ai pu voir toute cette belle évolution-là. Tu sais, souvent, toi, t'es en plus, Ludo, Salut. On va te présenter en plus. Mais c'est ça. Mais mon frère Ludo, qui est aussi vénérable maître. Oui, alors moi, je ne suis pas vénérable. encore à la fin des 3 ans. J'en suis à ma début. 2e tenue de vénérable maître. Moi, mais tu as déjà fait quand même un mandat de 3 ans. Ah, j'ai fait ça, voilà. Non, c'était pas 3 ans, c'était un mandat de 1 an et quelques mois que j'avais fait dans ma loge précédente à Londres. Tu as vraiment échoué, puis il voulait te... J'ai totalement échoué, j'ai pas passé le test, et puis j'ai été viré, quoi. Ouais. Non, j'ai peut-être déménagé en cours de route. C'est ça. Là, il a vu se reprendre à la facile. Puis moi, j'écoute ces podcasts, que les frangins sont pas tous gâteux. Et... il y en a. Hein. Mais tu sais que moi, au début, quand j'ai lu ton sujet, ton titre, je croyais que ça voulait dire gâteau, parce que j'avais faim. Probablement, j'ai découvert que gâteux, c'était une expression qui n'était pas très utilisée au Québec. Ouais. Par contre, en France, c'est une expression qui est très utilisée. Ah. Alors, c'est pour ça que j'avais fait le petit jeu de mots, mais voilà. Peut-être qu'il faudra que je change un jour. Ben, écoute, le concept, le site web est déjà en ligne. Je vois que tout est là, tout est prêt. Donc, mais là, vu que vous êtes les deux, là, justement, des vénérables maîtres, toi, un tout nouveau réinstallé vénérable maître de 2 tenues, toi qui
qui est en train de terminer tout ça. Et toi, qui est un passé vénérable maître. Oh là là. Hein, quand même. C'est vrai. Faut pas t'oublier. C'est vrai. Fait que, on se parle entre vénérable maître, on ferme les caméras, on va dire des choses. Mais, tu sais, on dit que... Là, je parle vraiment ad lib, là, parce que c'était pas supposé être ça le sujet, mais ça s'en vient quand ça s'en vient. Tu sais, on dit que l'apprenti... en fait, le deuxième surveillant, c'est... Ça va nous permettre de retravailler le grade d'apprenti. Le premier surveillant va nous permettre de retravailler le grade de compagnon. Toi, en tes 3 ans de vénérable maître, puis toi aussi, en tes 1 an et 6 mois de vénérable maître, disons. Ouais, à peu près. Qu'est-ce de la maîtrise vous avez retravaillé, justement? Je vous pose ça comme ça. Oh, c'est compliqué. Tu commences parce que tu as plus d'expérience. OK. Je dirais l'équilibre. Ah! Parce que, il y a beaucoup de choses. Je peux pas juste dire ça, mais l'équilibre, je pense, c'est le principal parce que ça demande, tu sais, on vient en maçonnerie élever des temples à la vertu, construire des cachots pour les vis, puis, tu sais, essayer de se développer là-dedans, trouver une forme d'équilibre. Et je pense que cet équilibre-là, c'est ça qui nous permet, de créer l'harmonie, la synergie entre nos officiers dans la loge, de faire en sorte que tout le monde coopère, que tout le monde assume ses responsabilités, puis que tout le monde aussi fasse des tentatives, fasse des erreurs, accepte qu'il y ait des erreurs de leur part, de la part des autres, tout ça. Et en même temps, cet équilibre qu'on a, je pense, nous permet d'agir, mais pas dirigé par les vices, pas dirigé par la colère ou pas dirigé par autre chose. Donc, ça nous permet, quand on vit différentes choses, parce qu'on vit plein d'émotions et tout, mais ça nous permet de retrouver le centre puis d'agir, pas sur le coup des vices, mais d'agir plutôt inspiré par la vertu. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Puis c'est un équilibre, je trouve, qui est vraiment important parce que dès que le vénérable maître est en déséquilibre dans la loge, là, on le sent. Tout est incohérent, puis la cohésion est instable, on le sent tout de suite. Donc, je dirais que moi, c'est la chose principale de l'équilibre, de la maîtrise, de la voie du milieu. Oui, ce serait ça. Puis toi, t'es-tu vraiment en équilibre présentement ou tu te promènes avec ton bâton sur une... Je tiens sur une chaise à un pied, donc j'essaie de rester debout pour l'instant, mais moi, je dirais que ce que je ressens du vénéralat, pour moi, c'est une fonction, déjà. C'est pas quelque chose à laquelle on aspire, tu vois, c'est pas quelque chose qui est au-dessus, c'est une fonction pour moi. Et pour moi, tous les postes, d'ailleurs, tous les officiers qu'on a en loge sont des fonctions. Ce que j'aime dans la fonction de Véné, c'est que pour moi, ça fait vraiment écho à la Renaissance. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que quand on est sur les colonnes déjà, alors on fait une colonne, ensuite on fait l'autre colonne. Ensuite, on peut passer à la maîtrise et commencer à avoir des offices. Et tous ces offices, on les fait la plupart du temps quand même toujours depuis les colonnes ou autour des colonnes et on regarde en direction de l'Orient. Ouais. Tous les regards sont toujours en direction du Véné. Quand on s'adresse au Véné. Quand on demande au Véné. On demande des choses, mais c'est le Véné qui nous l'accorde. Ouais. Donc, quand on se retrouve à l'Orient en position de Véné, c'est là qu'on commence à regarder dans l'autre sens. C'est vrai? T'es d'accord? Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que toutes les critiques, remarques, questionnements qu'on peut avoir quand on est sur les colonnes ou quand on est dans les différentes fonctions, finalement, le fait simplement de s'asseoir au poste de Véné nous donne un nouveau point de vue sur toutes ces questions. Simplement parce qu'on regarde dans l'autre direction. La prise de parole, normalement, quand on est sur une colonne, se fait en regardant d'un côté de la colonne. Je vous ai dit. Je me suis fait avoir. En regardant son surveillant de colonne. Ouais. Ensuite, on peut suivre la réponse que le Véné va lui donner, mais on regarde en arrière finalement. Quand on est Véné, on voit tout ce qui se passe. Cette même triangulation finalement occupe l'espace d'une manière différente et nouvelle. Alors c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est que non seulement on découvre ce que ça veut dire de gérer une loge, de gérer des initiations, de gérer l'organisation de tenue, donc tout le côté un petit peu plus administratif, etc., responsabilité, mais ça apporte un réel point de vue au sens littéral qu'on ne peut pas vraiment rencontrer avant de s'asseoir sur ce siège. Et donc pour moi, ça a été vraiment un nouveau poste encore qui t'amène quelque chose d'encore nouveau. Et donc, en tant que maître, une nouvelle encore renaissance. Wow. Je vous entends parler, puis j'ai quasiment le goût de retourner au Vénéralat. Vas-y. non, je veux pas aller. Tu fais pas assez de choses en ce moment. Non, c'est ça. Je vais m'en racheter dans ma liste. Là. Puis parlant de liste,
puisqu'on on vient de commencer, on a déjà fait quasiment un 10 minutes là, de belles discussions, là, mais quand on parle de liste, j'ai une liste d'épiceries présentement ici. Parce qu'on a aussi un nouveau commanditaire, en fait, pour l'émission Sous le bandeau. Donc, c'est des frères, en fait, c'est des frères de la compagnie Consultant BGH, qui est une compagnie d'informatique à Montréal. Donc, si vous avez des besoins informatiques quelconques, même de la programmation et tout ça, ils sont spécialisés là-dedans. D'ailleurs, j'ai un projet d'intelligence artificielle. Peut-être que je vais les contacter, voir quand on fini de faire mon démo. Ça serait peut-être intéressant de voir ça. On va aller voir nos frères. Et donc, ils font plein de choses. Ils font de la planification d'effectifs. Si vous avez des problèmes aussi avec votre système de téléphonie à l'intérieur, ils font tout ce genre de service-là. C'est vraiment super intéressant. C'est des gens très motivés. Donc, vous pourrez voir ça. Je crois aussi, je me souviens bien, ils ont tout ce qui est relié avec le business intelligence. Donc, c'est quand même une compagnie très complète. Ils sont un peu partout à travers le monde aussi, mais leur bureau chef est à Montréal. Donc, vous irez voir ça. En fait, c'est Consultant BGH. Et je vais mettre le site web là, sur la vidéo, donc vous pourrez aller voir ça. Et sinon, comme autre commentaire qu'on a, c'est quand même no-colonne.com. Si vous avez besoin de régalia maçonnique, c'est la place à aller voir. Vous irez voir, vous irez voir Vincent et Oscar. Ça va leur faire plaisir de vous servir. Donc, no-column.com. Et sinon, sur le site Sous le bandeau, là, aujourd'hui, on a sorti l'épisode numéro 75, puisqu'on est rendu à l'émission 76. Et l'épisode 75 qui a été enregistré, je crois, la semaine dernière. La semaine passée, avec notre frère Sylvain et notre frère Yves. Et donc, le sujet était sur la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Ah bon? Ouais, je m'excuse. Faut que je l'écoute. Ouais. Faut aussi t'arrêter d'aller au rite français parce que clairement, le rite français, c'est le rite qui a le plus de religion dans toutes les rites. Absolument. Donc, chaque phrase. Chaque phrase. Incroyable. On ouvre une église à chaque fois. Et donc, moi, ce sujet-là était quand même assez particulier parce que ça nous a tombé, c'est le frère Thibault, en fait, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, regarde cette nouvelle-là, puis ça venait directement du Vatican, donc vaticannews.va. Quand habituellement on a un .va, c'est pas mal le Vatican, tu sais. Et là, ils ont fait cette déclaration qu'ils sont revenus à l'arrière d'une autre décision qui avait été prise il y a quelques années de ça par le pape. Moi, je le dis toujours en anglais, le pape Francis, mais je pense que c'est François. Hein? François. Et qui dit que justement que la franc-maçonnerie, c'est une menace. Les catholiques ne peuvent pas être francs-maçons. Et là, quand on avait regardé les statistiques, c'était un peu farfelu parce que le monseigneur qui avait demandé ça, c'est quelqu'un qui venait des Philippines. Et là, eux disaient c'est une menace pour les Philippines et tout ça. Puis là, je vais aller voir les statistiques. Ça existe, des statistiques? Aux Philippines, il y a 16 000 maçons, officiellement. Parfait. Mais il y a aussi 74 millions de catholiques. Là, je me suis dit, probablement que dans les 16 000 maçons, il y a aussi probablement 15 995 catholiques qui sont aussi... C'était un peu difficile. Fait qu'on a fait une super belle émission et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle et les t-shirts, je nous ai fait un beau nouveau t-shirt. Il est fantastique. Donc, c'est le t-shirt Sous le bandeau. Vous pouvez l'avoir sur notre site web, souslebandeau.ca, et ça s'appelle « La franc-maçonnerie n'est pas une religion ». Donc là, on voit des frères, et ça, c'est une autre joke, là, mais je me rends compte que l'intelligence artificielle ne reconnaît peut-être pas les sœurs encore, parce qu'à chaque fois que je leur demande de dessiner des francs-maçons, c'est toujours des hommes. Mais si je lui dis un homme et une femme francs-maçons, là, il va le dessiner. T'sais. Donc là, on a des frères de plein de religions qui sont tous ensemble très heureux en unité, et ils disent que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Donc, si vous voulez avoir ce merveilleux chandail... T'arrives à dire qu'ils sont très heureux? Oh oui, c'est clair. Je l'ai écrit dans l'intelligence artificielle. J'ai demandé... Ils sont très heureux? Ils sont très heureux dans l'unité. Parfait. Donc, je sais que mes dessins sont très, très heureux. Parfait. Donc, ça, c'était important. Je suis content que tu aies mis le bleu en premier, en tout cas. Ouais, hein? Ouais, bien ouais, ça me parle. Ça te parle, hein? Ouais, comme construire une église dans un rite français, c'est parfait, ça. Donc, et donc, ça, j'ai commencé à ça. Puis durant la semaine, j'ai fait exprès. Je commence à faire mon troll un peu, puis je regarde les réactions. Et d'ailleurs, plus tard dans la semaine, on va faire une émission avec Hervé Lecoq, qui est aussi l'administrateur
de 2 pages, en fait, sur Facebook, donc French Freemasonry et franc-maçonnerie française. Et moi, parce que je suis pas un admin, mais je connais très bien l'admin, donc je lui dis, est-ce que tu me permets de publier certaines images? Donc là, j'ai commencé à expérimenter avec la nouvelle intelligence artificielle pour les images qui s'appelle DALL-E version 3. Moi, avant, j'avais un abonnement sur Midjourney qui faisait des belles images, c'était très bien, mais quand on parlait de maçonnerie, il ne voulait pas les faire. Oui, il faisait vraiment des choses un peu croches, c'était pas précis. Mais DALL-E, lui, il comprend bien la maçonnerie, il me fait des super de beaux dessins. Et donc là, je parle à l'intelligence artificielle et je dis, bon, dessine-moi Jésus avec un tablier et un sautoir. L'intelligence dit, pas de problème, fais un premier dessin. Là, je lui dis, fais-moi une modification, fais-moi une autre modification. Et à un moment donné, l'intelligence dit, non, c'est relié avec la religion, je ne fais pas ça. Et là, il m'a coupé. Là, je ne pouvais plus dessiner des choses comme ça. J'ai dit, OK, on va jouer à un jeu. C'est ça, c'est quoi un jeu? Donc là, je lui dis, c'est quelqu'un qui est déguisé comme le Christ. Et est-ce que tu pourrais lui rajouter un sautoir maçonnique? Puis il fait, ben oui, c'est un jeu. Il n'y a pas de problème. Fait que là, il fait le dessin. J'ai dit, ben parfait. Là, maintenant, on va modifier l'image encore. On va rajouter un temple maçonnique. Et là, à fur et à mesure, je rajoutais des morceaux et l'intelligence ne disait rien. Mais si je parlais directement de religion, parce que là, je vais faire le fou là-dedans, tu sais. J'étais un troll. Tester les limites. Tester toutes les limites de tous les symboles religieux. Et l'intelligence n'était pas contente. Je dis, bon, OK. La dernière image que j'ai faite, qui est toute disponible sur notre site Instagram, j'ai jamais parlé de notre page Instagram, mais si vous allez sur Instagram, / sur le bandeau, vous allez voir toutes les images, j'ai mis toutes là. Et donc là, j'avais dit, bon, dessine-moi un cardinal avec un tablier. Là, il me dit, non, tu peux pas faire ça. Je dis, parfait. On est l'Halloween. Je veux un costume de cardinal rouge. Il fait, je vais te ça marche. Il dit, il n'y a pas de problème, je te dessine un cardinal rouge. Mais là, il ne met pas de figure, rien. Je dis, parfait. Rajoute un tablier maçonnique dessus. Ah oui, pas de problème. Excellent. Rajoute une figure humaine maintenant dessus. Parfait. Maintenant, rajoute une sœur musulmane. Parfait. Maintenant, rajoute un frère, disons, bouddhiste. Et j'ai construit ma mosaïque comme ça. Puis il me l'a laissé. Mais au départ, si je lui expliquais que c'était vraiment relié avec des religions, il me refusait. Donc, il faut savoir leur parler. Il faut savoir leur parler, c'est ça. C'est comme les femmes, il faut savoir comment leur parler. Puis, les hommes aussi, hein? C'est ça. Donc, c'est pas mal les aventures que j'ai faites durant la dernière semaine dans les nouvelles. T'as été occupé? Très occupé. Très. Beaucoup de dessins. Ouais. Beaucoup de dessins, beaucoup de travail. Et aussi, c'est vrai, on est encore à 1 semaine et demie de notre gala maçonnique. Donc, le 8 décembre prochain, nous allons avoir notre 2e édition du gala maçonnique qui va avoir lieu au Golf Le Mirage. Donc, on invite tous les frères et sœurs, dont les frères et sœurs de ta loge aussi, s'ils veulent venir. Ça, c'est gentil. Oui. Bon. Donc, vous nous envoyez un message. Vous savez vous allez savoir comment nous communiquer là, pour cet événement-là. Et présentement, on va être quand même pas mal. On n'est pas loin de 70-75. Donc, ça va être bien. Rendu à 150, on met dehors les autres personnes dans l'autre salle, puis on va avoir 2 salles. Donc, on se donne un objectif comme ça. Mais sinon, on va se rendre probablement à 75. Le groupe des importants et les moins importants. Ouais. On va leur dire tout simplement qu'on est franc-maçon, puis c'est tout. Hein, je veux dire, donc, c'est ça. Donc, le 8 décembre, on a un gala maçonnique. Mon frère Ludo. Oui, bonjour. Bonjour. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Ouais. Moi, la première fois qu'on s'est connus, en fait, moi, je t'ai écouté. C'est quand même très drôle parce que ça date de combien d'années, le Logecast? Waouh, alors ça remonte loin. Hein? Déjà, le Logecast, ça n'a pas démarré avec moi. Ça a démarré, j'ai rejoint le Logecast un petit peu vers, je dirais presque les 2 tiers pour les quelques derniers épisodes. Ouais. Parce que moi-même, j'avais écouté le Logecast à l'époque et j'avais trouvé ça intéressant. Et moi, je faisais déjà plein de trucs sur Internet à l'époque parce que j'ai toujours été un peu là-dedans. Donc, j'avais un petit forum de discussion maçonnique, etc. Et puis, je suis tombé sur le Logecast un jour. J'ai trouvé ça intéressant. J'aimais le concept, j'aimais le ton. Alors, j'ai donc envoyé un message à Romain qui faisait le Logecast et je dis « Salut Romain, moi, je fais ce forum de discussion qui s'appelle Le bandeau sur les yeux. » Ah, c'est vrai. En plus, tu as volé notre nom en plus avant que nous, on trouve notre nom. Il a 14 ans, je crois, ce forum de discussion maintenant. Le bandeau sur les yeux.
Et on a commencé à rentrer en contact avec Romain. Et un jour, il m'a dit, écoute, viens faire un épisode. On va faire l'épisode du Logecast. Et on a fait le Logecast. Et j'ai trouvé ça génial. C'était ma première expérience de podcast. Et donc, on n'avait pas un studio comme ça, là, tout équipé de caméras et de micros et de belles lumières, etc. On faisait ça en mode audio. D'ailleurs, je crois qu'on en avait fait même sur Skype, à distance. Ah oui. Et puis après, c'était avec littéralement un bol de chips sur une table et un micro, et on criait tous dans la direction du micro, si tu veux. Et on a fait quelques épisodes comme ça ensemble, et c'était très sympa. Et après, on a continué, on a réouvert un forum de discussion ensemble, et pendant quelques années, on a travaillé ensemble avec Romain et puis Françoise, qui était aussi sur le Logecast. On avait fait des choses en commun. Il se passe quoi avec eux? Parce que moi, je les vois plus sur Internet, en fait. Le Logecast a disparu d'Internet. Mais en fait, il y a une archive. Moi, j'ai une archive. Ah, c'est vrai? Ah oui, j'ai une archive de tous les épisodes. Et il y a un autre de nos frères que lui a aussi une archive personnelle de tous les épisodes au complet. Ah ouais? Ah, ça me ferait très plaisir de les réécouter, tiens. Oui, on pourrait rire un peu de ta voix, puis ça peut être intéressant. Je pense que tu pourrais en rire, ouais, c'est certain. Non, ce qui s'est passé, je pense que chacun a pris un peu des directions différentes. Le Logecast, à un moment donné, a été terminé. On a dit, c'est fini. C'est le dernier épisode. Voilà, Romain avait déjà un plan de tout ce dont il voulait parler dans son podcast. Okay. Et je crois qu'il y a eu, je ne sais pas combien d'épisodes, une vingtaine peut-être, quelque chose comme ça. Et il était arrivé à la fin de sa liste. Donc tous les thèmes qu'il voulait aborder, qui étaient vraiment des thèmes sur comment entrer en franc-maçonnerie, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, tu vois, une vulgarisation de ce qu'on fait en loge. Donc à un moment donné, une fois que tu as fait un petit peu le tour des questions que les profanes peuvent se poser, il a préféré arrêter plutôt que de se lancer dans des choses qu'il maîtrisait peut-être moins ou des choses comme ça. Donc, il a dit, c'est terminé, c'est l'épisode de la fin. Voilà. Et là, on est parti après ensemble sur d'autres trucs. On a essayé des forums de discussion, on a essayé d'autres formats. Et puis après, on est tous un peu partis dans des directions opposées. Moi, je suis allé m'établir en Angleterre, donc c'était un peu plus compliqué déjà de Londres. Ou tu as fait juste un an de Vénéralope, ce qui t'ont mis à la porte. Voilà, c'est ça. OK. Mais donc voilà un peu ce qui s'est passé dans l'histoire du Logecast. Je dois le dire, c'est que pour moi, le Logecast, ça a été ma motivation ultime de vouloir faire un podcast en franc-maçonnerie. Pas parce que c'est clair que ça aurait été meilleur, mais je veux dire, c'est juste que ça a été tellement c'était tellement intéressant, c'était tellement bon. Je pense que des fois, j'ai réécouté les épisodes parce que j'étais vraiment passionné de tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose comme ça au Québec, tu sais, de faire quelque chose. Puis dans ce temps-là, je pense qu'il y avait juste le Logecast. Donc, nous, quand on a parti notre podcast, c'était vraiment faire une continuité. J'avais essayé, je pense même d'essayer de rejoindre Romain, puis peut-être même toi, à un moment donné, on s'était parlé il y a quelques années de ça, pour vouloir faire une collaboration. Puis par après, on a découvert Radio Delta, puis toutes les autres radios qui ont commencé à apparaître. Mais pour moi, le Logecast, ça a été une vraie inspiration. C'est du pur bonheur. Puis un jour, si je peux rencontrer Romain, ça me ferait vraiment plaisir. Tu sais. Puis quand on s'était rencontrés, à un moment donné, on avait parlé de podcast, puis là, on a fait « Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui as fait ça avec eux. » Je trouvais ça super, super intéressant. Donc, et donc, c'est ça. Donc, je vais vraiment te dire, pour moi, c'était un grand coup de cœur, une grande motivation. Si ça n'avait pas été du Logecast, probablement qu'il n'y aurait pas d'émission sous le bandeau aujourd'hui. Là, tu sais. Bah, écoute, Romain, si t'écoutes. Hein. Ah oui, c'est ça. Ben donc, oui. tu y enverras le lien aussi. Ouais. Mais c'est ça, parce que ça a vraiment été une super de motivation. Puis, tu sais, moi, ça fait des années que je fais des podcasts. Je fais plein d'autres podcasts, mais je n'avais jamais vraiment pensé à faire un podcast sur la maçonnerie parce que quand on a commencé à faire les émissions, moi puis Sylvain, on se faisait critiquer à tous les jours en maçonnerie. Là, on disait qu'on ne devait pas faire ça, on ne devait pas révéler des secrets, puis tout ça. Puis on recevait des casseroles en arrière de la tête. Puis quand Claudia est arrivée, tout d'un coup, ça s'est calmé. Puis, avant ça, je ne pouvais pas venir. J'étais soit pas initiée c'est ou ça. encore apprenti. Tu lançais les casseroles, c'est ça? C'est ça. Non, je ne pouvais même pas. Elle pouvait même pas. Non. Mais ça a été une grande motivation. Puis toi, ben, tu vois, tu es arrivé au Québec. Puis là, maintenant, tu as un nouveau projet. Je t'ai vu même faire des choses sur la maçonnerie, en fait, sur le web, sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Absolument. J'ai lancé une chaîne YouTube d'abord qui a commencé, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais entre deux jobs. Donc, j'avais quitté un job et avant de démarrer le prochain, j'avais 2-3 mois comme ça à passer. Et donc, une fois que j'avais fait tous mes jeux vidéo, tous ces trucs-là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Alors, j'ai joué de la guitare, j'ai enregistré des vidéos de guitare. Et puis après, j'ai fait, bon, il faut que je fasse autre chose. Puis à un moment donné, j'ai fait, tiens, je vais faire des vidéos sur la franc-maçonnerie. Ouais. Parce que j'aime bien faire des vidéos.
Et donc, j'ai pris mon appareil photo et puis j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et puis, je les ai mises en ligne et puis pouf, ça a marché du feu de Dieu. Ça a démarré très, très fort. Et puis, j'ai appelé ça « Les frangins sont pas tous gâteux ». Voilà, alors c'était un petit... Bon, c'est rigolo, quoi. On va pas se vexer pour ça, mais il y en a, c'est ça qu'il faut dire quand même. Hein. Donc, le point de départ, c'était quoi ? C'était... on entend beaucoup, on lit beaucoup sur la franc-maçonnerie, c'est pour les vieux, c'est vieillissant, c'est vraiment du siècle dernier. Et puis, on n'accepte pas les femmes, et puis on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, tu es là, tu dis, c'est pas exactement vrai ce que tu dis quand même. Ton image de la franc-maçonnerie, c'est un peu ce que tu as lu peut-être dans un livre qui a été paru en 1912, tu vois, mais c'est peut-être plus ça aujourd'hui. Il y a peut-être des choses nouvelles. Donc, je me suis dit, je vais prendre le contre-pied et je vais essayer d'en faire un truc très moderne, à la les vidéos YouTube que tu trouves aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire ça avec un montage dynamique, avec beaucoup de zoom-in, zoom-out, des sons rigolos, des trucs. Et puis, le but, c'était juste de démystifier un petit peu tout ça. Ouais. Et j'ai fait 4 ou 5 vidéos comme ça pendant ce laps de temps. Et puis, ça a bien marché. Puis après, j'ai démarré mon autre boulot. Et puis là, j'ai plus du tout le temps de le faire. Donc, j'ai parqué un petit peu cette idée. Et puis là, un petit peu plus récemment, je me suis dit quand même, cette idée de podcast audio seulement, c'est un format qui me plaît beaucoup. Depuis Lodgecast, depuis les radios de mon enfance que j'écoutais dans les années 90, de Radio Libre, etc. Ouais. J'ai toujours voulu être derrière un micro, mais sans image, sans savoir qui écoutait et simplement essayer de dire des choses. Je trouve que c'est un format qui est très intéressant. Ouais. Et je me suis dit, tiens, on va y aller. On va faire la version podcast du Frangin. Les frangins sont pas tous gâteux. Et donc là, j'en suis maintenant à 5 épisodes qu'on peut aussi retrouver un peu partout, là sur Apple, sur Spotify, et puis sur YouTube, je les remets aussi. Et puis, je continue. Alors là j'essaye justement de même plus que démystifier, de rire un peu de ce qu'on fait. Moi, mon point de départ, c'est on est censé être sérieux dans le sens où quand même on a des principes, on a des valeurs, on est des gens qui aimons réfléchir sur le monde, sur des questions philosophiques, métaphysiques, sur des questions de société en fonction des obédiences auxquelles on appartient et de type de travaux qu'on aime pratiquer. Mais on essaie quand même d'être sérieux. On fait ça bien parce que sinon, c'est pas très intéressant. Mais c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on est forcément coincé, qu'on rigole pas, qu'on se prend très très au sérieux tout le temps, etc. Et donc j'essaye de créer un petit peu du contenu qui comme ça rigole de nous en fait. J'essaie de prendre de la distance, de prendre les choses qui sont marrantes parce qu'on est quand même un groupe de personnes, on se retrouve toutes les 2 semaines, mais bon, comme je le dis de temps en temps, je sais pas, le vin, c'est pas le vin de meilleure qualité qu'on boit à la fin. Les planches, elles sont souvent grosses parce que c'est des gens qui écrivent en police de caractère quand même assez grosse pour pouvoir suivre avec les lunettes parce qu'ils sont quand même assez vieux, tu vois. Donc, j'essaie de prendre le côté un peu marrant de ce qu'on peut faire en loge et puis d'en rire, quoi. Donc voilà, c'est prendre un peu de distance sur le sérieux qu'on met dans nos travaux pour aussi montrer aux gens qu'on n'est pas forcément coincé et puis à l'image de ce qu'on peut se faire des francs-maçons qui sont toujours traditionnels. C'est ça. Voilà. Puis là, le dernier sujet de ton émission, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que je trouve ça super intéressant. Puis je crois qu'on pourrait même approfondir un peu plus sur ce Le dernier sujet, le podcast, l'épisode numéro 5, c'est « Doit-on améliorer la franc-maçonnerie ?» Alors, c'est pas « Peut-on améliorer la franc-maçonnerie ?» mais « Doit-on améliorer la franc-maçonnerie ?» Et là, on ne parle pas de doigté. Hein? Non, on parle de doit-on. Et la réflexion que je fais dans ce podcast, c'est de se poser la question, puisque on est censé s'améliorer nous-mêmes, maçons, à travers la maçonnerie. C'est ça, quand même, le travail principal qu'on fait. On essaie de s'améliorer nous-mêmes et que nous-mêmes formons la franc-maçonnerie. Puisqu'on passe autant de travail à nous approfondir nous-mêmes et à essayer de nous améliorer, est-ce qu'on devrait aussi penser à améliorer la franc-maçonnerie ? Question numéro 1. Question numéro 2, on est censé, dans mon cas, parce que comme tu le précisais, moi je travaille au Grand Orient du Québec, au rite français, donc une obédience et une loge qui s'intéressent particulièrement à des sujets de société. On essaye de faire progresser le monde. On essaye de construire un avenir meilleur. Donc on réfléchit à comment est-ce qu'on peut améliorer la condition humaine, le rapport entre l'homme et la nature, ce genre de choses. Alors, puisqu'on est tourné vers une amélioration aussi de tout ça, est-ce que c'est compatible de travailler dans une organisation séculaire, traditionnelle, qui se veut justement respecter des principes qui, eux, sont les mêmes que ceux qu'utilisaient nos pères fondateurs? Est-ce que ça fonctionne de travailler au sein d'une organisation qui finalement cherche à ne pas évoluer pour rester dans la tradition, mais mettre cette tradition au service de questions de société progressistes et essayer d'améliorer? Est-ce qu'on peut faire cohabiter les deux concepts?
Voilà un petit peu les choses dont j'essayais de parler dans ces 15 minutes de podcast. Moi, ça m'a fait penser à plein de choses, justement, sur ça. Doit-on améliorer? Moi, je pensais aussi peut-être à une question, est-ce que on doit améliorer parce qu'on a tout, on a tout gâché? Est-ce que, parce que si je regarde la maçonnerie d'avant jusqu'à la maçonnerie d'aujourd'hui, il y a des fois, il y a des loges que je vais regarder faire leurs travaux, puis j'ai l'impression qu'ils ne font pas de maçonnerie. Donc, est-ce qu'on améliore vraiment ou sinon on régresse dans ce qu'on fait? Quand j'écoutais ton podcast, il y avait un peu de ça aussi qui me faisait réfléchir. Toi Claude, cette question-là, qu'est-ce que ça te fait penser? Tantôt, quand on en a parlé très brièvement avant de commencer l'émission, je disais même, je pense qu'intérieurement, je suis partagée à cet effet-là. Pour 2 raisons. Je pense que la première raison, je vois 2 traditions. Je vois la tradition avec un T majuscule, puis la tradition avec un T minuscule, que je définis comme étant la tradition avec un T majuscule. Ce sont les principes qui sont véhiculés et toute la connaissance qui est véhiculée, qui est au-delà du moyen à travers lequel elle est véhiculée. Donc, tu sais, c'est un peu, des fois, on peut faire ces analogies-là à travers des religions, des courants de pensée. Tu sais, les idées qui sont véhiculées, parfois, sont les mêmes et le vécu aussi qui peut être véhiculé peut être le même parallèlement aux traditions avec des T minuscules qui sont le véhicule. Ouais. Donc, je pense que le T majuscule est le message, puis les T minuscules sont des traditions. Donc, et à partir de là, selon moi, de ma perception de la franc-maçonnerie, du moins la tradition avec un T majuscule, c'est vraiment l'essence, le core, le fondement de la franc-maçonnerie. J'ai pas l'impression que ça peut évoluer parce que c'est déjà des valeurs humaines profondes, une expérience de fraternité qui, selon moi, est quelque chose qu'on peut évidemment mettre de l'avant de plusieurs manières. Mais comme c'est une expérience humaine dont on fait preuve déjà, j'ai pas l'impression que ça peut être en tant que tel amélioré, mais les véhicules à travers lesquels cette connaissance-là, cette tradition-là est véhiculée, ça, je pense qu'il y a toujours moyen aussi. Néanmoins, même si on peut, est-ce qu'on doit? Ça, c'est une autre bonne question. Parce qu'on peut, certainement. On peut, ça, il n'y a aucun problème. Prendre un rituel, le changer, c'est fantastique. Là où est-ce que je pense que j'accroche un peu puis je dis, ça peut peut-être être fait, mais avec beaucoup de vigilance et de parcimonie. Parce que souvent, tu sais, c'est arrivé souvent, là, tu sais, que dans des contextes, hey, on devrait changer ça c'est une erreur, ça c'est, peu importe, pas adéquat, ça représente pas nos valeurs, nous, on devrait faire ça. Et que la raison ou les raisons qui sont amenées pour justifier ces changements-là passent complètement à côté de la connaissance maçonnique qu'on peut avoir, de la compréhension du rituel, puis n'a pas fait certains liens, là. Donc, tu sais, des fois, il y a des propositions comme ça qui sont amenées, puis la proposition relève de l'ignorance. Tu sais, donc là, ça, puis des fois aussi, il y a le mouvement de groupe. Hey, c'est vrai ça. Puis là, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait quelque chose. Donc là, ils disent, hey, on va le changer. Puis là, tout le monde vote pour. Mais personne ne comprend pourquoi c'est là, alors que ça a un rôle très important à jouer. Je pense à abolir des offices, à toutes sortes de choses comme ça. Il y a des raisons pourquoi c'est là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des raisons symboliques pour des choses comme ça. Mais des fois, c'est pas considéré. Puis c'est pas le seul exemple. Il y a des tonnes d'exemples aussi. Mais quand on fait des changements qui impactent au niveau rituelique aussi, ben ça a des impacts mais ça vient sur la compréhension. Aussi, ça vient peut-être aussi avec la réalité d'aujourd'hui. On se repique là-dessus, mais je trouve ça bien drôle. Là. Mais disons, les postes. Ça se peut que traditionnellement, ce poste-là est important, mais qu'avec une évolution, ben, on va s'adapter avec d'autres choses. Là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être relié même avec la technologie ou quoi que ce soit qui va faire en sorte que si on améliore cette maçonnerie-là puis qu'on prend les moyens d'aujourd'hui pour avancer encore plus loin, peut-être qu'il y a des choses qui seront peu utilisées. Peut-être, oui, il y a des gens qui peuvent le vouloir le laisser là par tradition pour le voir là, mais s'il ne sert plus rien, pourquoi qu'on s'attache à ce genre de choses-là? D'un autre sens, je comprends aussi si disons que
on le comprend pas, ben c'est pour ça qu'on le fait pas, tu sais. Mais si on le comprend, puis on sait c'est quoi, mais qu'on est tous conscients de dire non, mais on se voit peut-être d'aller vers cette direction-là, je suis pas nécessairement contre aussi, tu sais. Ouais, j'aime bien ta définition là, du grand T, du petit T. Je trouve ça super intéressant. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi qui es un grand traditionnaliste. Très, très grand traditionnaliste. Moi, ce que je pense, et genre, je vais faire un petit peu, je lance le pavé au milieu de la table, là. C'est un des points, je vais revenir sur une des raisons pour laquelle j'ai réfléchi sur cette question, doit-on améliorer la franc-maçonnerie? Ouais. La franc-maçonnerie n'est pas parfaite. Ouais. Et comme tu le disais au début, voilà, si on considère qu'il n'y a rien à améliorer, c'est parce qu'on considère que c'est parfait. Est-ce que la franc-maçonnerie est parfaite? Non. Et comment est-ce que je peux, moi, dans mon expérience de maçon de ces 12 dernières années, affirmer comme ça avec conviction que la franc-maçonnerie n'est pas parfaite? C'est parce que j'ai rencontré au sein de la franc-maçonnerie des frères ou des sœurs qui semblaient passer complètement à côté de ce qu'était la fraternité, qui étaient là sans doute pour des mauvaises raisons, qui créaient des conflits au sein des loges, qui créaient de la politique entre les obédiences. Et j'ai vu des groupes Facebook avec des membres s'entre-déchirer. Et donc, à un moment donné, on peut se poser la question, bon, cette tradition, c'est bien, on se prévaut de faire partie d'un groupe qui a pour objectif premier son amélioration personnelle et on prétend que ça fonctionne. Mais finalement, ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Sinon, on n'aurait pas ce genre de problème qu'on retrouve partout. Alors, si ce principe d'éveil et d'amélioration personnelle ne fonctionne pas si bien, est-ce qu'il faut changer la tradition? Est-ce qu'il faut changer la méthode? Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer pour que ça fonctionne un petit peu mieux? On a une méthode initiatique qui nous amène, nos frères et sœurs, à travailler sur des symboles et sur nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort des gens qui sont très, très fraternels et très sympathiques, avec lesquels on passe vraiment beaucoup de très bons moments, très chaleureux, avec évidemment une connexion très forte. Oui. Ça, c'est pour la plupart. Mais il y en a aussi des frères et des sœurs qui ne rentrent pas dans cette espèce de jeu de relations fraternelles qu'on est censé se donner à tous. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a des prérequis? Est-ce que quelqu'un qui est déjà bon avant d'être maçon sera bon en tant que maçon et sera meilleur? Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas fondamentalement bon, fraternel, à l'écoute de l'autre dans la vie profane, restera et ne pourra pas s'améliorer en devenant maçon? Si tel est le cas, ça veut dire que la méthode qui est censée améliorer ne fonctionne pas complètement. Donc, est-ce qu'il y a raison ou besoin d'améliorer cette méthode pour être un peu plus efficace et englober aussi des frères et sœurs qui demandent peut-être à s'améliorer, qui ne parviennent pas avec notre méthode aujourd'hui? Moi, ça fait réfléchir à quelque chose. On dit justement que on prend une bonne personne, on la rend meilleure. On lui donne des outils, il y a une pierre brute, travaille ses qualités, ses défauts, on lui donne des outils pour piocher dessus, pour qu'elle devienne belle, qu'il y ait place dans un beau temple, pour que ça soit beau, tout le monde fait comme « Waouh, c'est super, c'est gentil, c'est fantastique. » Tantôt, tu disais que, justement, certains frères ou sœurs, quand tu les vois agir, tu n'as pas l'impression qu'ils participent à cette tradition maçonnique, puis ne veulent pas nécessairement changer ou ils vont être en réaction. Mais moi, je trouve que, quand tu me dis ça, la maçonnerie marche très bien. Puis la raison pourquoi je te dis que ça marche très bien, c'est que si toi, tu t'en rends compte, tu le vois visuellement, qu'il y a un travail à faire et tout ça, toi, ça te fait agir aussi de ton côté. Donc, toi, ça te permet de t'améliorer. Donc, le processus fonctionne déjà. Parce que toi, tu vas continuer à t'améliorer. La preuve, tu fais une émission, t'en fais 2 maintenant, pour parler de ce sujet-là. Ben, la deuxième, c'est moi qui l'ai forcé, mais on en parle, ça fait 2 fois qu'on en parle, parce qu'on essaie de voir. Donc, ça veut dire que ça nous fait assez réagir et qu'en conscience, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ou d'avancer? Ça veut dire qu'on travaille sur nous autres mêmes, puis quand tous ces frères et sœurs-là travaillent ensemble, ben, automatiquement, la maçonnerie va avancer. Tu sais? Donc, et de l'autre côté, ces gens-là, ben, du meilleur du nôtre, le savent. S'ils ne le savent pas, je pense qu'éventuellement, ils vont savoir, ils vont s'en rendre compte. Parce qu'ils vont voir que les frères et sœurs vont avoir une réaction différente envers eux. Et ça aussi, ça va leur permettre, je l'espère, ça va peut-être prendre plus de temps. Il y en a que les pierres sont très...
Ils ont beaucoup de en bon québécois, c'est très rough. Hein? Donc, je ne sais pas comment le dire en français, c'est drôle de dire, là, mais C'est rugueux. c'est très rugueux. C'est ça, tu sais. Faut beaucoup sabler. Et bon. Donc, peut-être eux, ça va leur prendre plus de temps, mais éventuellement, ils vont voir cette réaction-là. Quitte que, je dirais, j'irais même à une extrême, si, disons, qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui causent vraiment beaucoup de problèmes, à un point où que ça fasse écrouler la loge en question, si à ce moment-là, ils réalisent j'ai peut-être fait quelque chose de pas correct, pour moi, le processus maçonnique a encore marché. Peut-être pas optimalement, comme dit, on peut améliorer, mais je crois qu'il y a quand même, ça fait ses effets, tu sais. Peut-être pas toujours escompté, mais il y a quand même un travail qui fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a descendu comme ça. Mais moi, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. Tantôt, c'est ce que j'ai réfléchi. Quand tu as dit, on se questionne à savoir est-ce qu'on peut l'améliorer, j'ai l'impression qu'elle remplit son rôle. T'sais, elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle remplit parfaitement sa fonction, qui est une fonction évolutive. Donc, je partage ton opinion là-dessus. Ça va même jusqu'au... tantôt, je faisais la blague avec les rituels, mais le meilleur rituel... J'aime tous mes frères et sœurs du rite français, OK? Je veux juste être objectif, là. Mais si on reprend le rituel, la symbolique de ce rite français-là, qui a une richesse absolument incroyable, qui a été créée avant le rite écossais ancien accepté, souvent, quand j'étais allé dans des loges, qui est au rite français, autant à l'international que... plus à l'international que je peux voir ça, mais je vais voir beaucoup, justement, des loges qui vont parler jusque de projets sociétaux. Et tout ce qui est de l'essence maçonnique, cette symbolique-là, ils font rien avec. Bien sûr. Et qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que est-ce que on doit améliorer la maçonnerie? C'est comment qu'on l'améliorerait dans ce cas-là? Est-ce qu'on va forcer les gens à faire ça? Est-ce que c'est même de la maçonnerie dans ce cas-là? Ben, c'est ça. Tu vois, c'est une vraie question. Je sais, je n'avais pas visité, mais je sais qu'au Grand Orient de France, par exemple, il y a des loges qui sont tellement orientées sociétales et qui laissent de côté complètement le côté symbole, c'est que l'ouverture, c'est un coup de maillet. C'est pouf, les travaux sont ouverts. Ouais. Bon, alors si déjà tu enlèves toute l'ouverture des travaux et tout le rituel, qu'est-ce qui reste de maçonnique dedans? C'est ça. Donc peut-être qu'effectivement, c'est sûr que là, on est loin. Là, il y a beaucoup à améliorer si on veut revenir à quelque chose de maçonnique. Mais après, je pense que la maçonnerie... elle est vieille, elle a évolué, elle a de multiples branches. Et après, chacun en fait un petit peu ce qu'il veut dans les limites de ce qui est reconnu, autorisé par l'obédience. Après, ça reste des questions plus internes. Si le Grand Orient de France décide de remettre un petit peu des guides en disant c'est ça le minimum pour qu'on considère que vous fassiez de la maçonnerie, peut-être qu'il y a un certain nombre de loges aujourd'hui qui vont disparaître. Et puis peut-être inversement dans l'autre extrême, si on redéfinit une forme de maçonnerie qui doit vraiment se focaliser sur... les purs symboles maçonniques tels qu'ils ont été créés à l'origine, etc., peut-être qu'on va redéfinir un petit peu mieux ce que c'est, peut-être. Un des points aussi que je trouve intéressant dans le côté doit-on ou peut-on améliorer la maçonnerie, c'est justement, comme tu faisais référence, il y a des loges qui sont vraiment attachées aux réflexions sociétales, à la société, au progrès et à l'influence que peut avoir, ou le rôle même qu'on entend, le rôle que doit jouer la maçonnerie dans la société, dans le débat public. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui fait référence à la Troisième République en France et avec beaucoup de progrès réels qui ont été discutés en loge. Alors, ils ont été discutés en loge parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres endroits pour en discuter à l'époque. Exact. Donc, on se fait un petit peu... je pense qu'on se fait plaisir un petit peu en disant ça. C'est-à-dire que voilà, pas si longtemps, j'ai rencontré lors d'une conférence... un conseiller de l'ordre du Grand Orient de France à qui on a posé une question à la fin. Quel est le dernier grand progrès que la franc-maçonnerie a apporté à la société? Et la réponse a été, c'est les lois Veil qui remontent... alors tu es là, tu fais, waouh, okay. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Le processus est lent quand même, tu vois. Et donc, il y a un petit côté embarrassant. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Là, je pense que si on est maçon pour... travailler sur soi, suivre une méthode symbolique et utiliser nos méthodes de réflexion et nos méthodes de travail pour travailler sur des questions de société dans l'objectif de vraiment apporter quelque chose au débat, là, je pense qu'on a vraiment beaucoup de progrès à faire parce qu'à ce niveau-là, je pense que là, ça ne fonctionne pas du tout aujourd'hui. Je pense que
la réflexion qui peut sortir des loges, de toutes les obédiences confondues, qui pourraient travailler ensemble sur des commissions, ça existe d'ailleurs, se fait pas entendre suffisamment. On a des tonnes et des tonnes de cerveaux qui sont prêts à réfléchir sur des sujets sans se couper la parole, en respectant les positions de chacun, ce qui paraît sans doute idiot, mais c'est pas si souvent qu'on peut avoir ça. La plupart du temps, quand on assiste à un débat, c'est des gens qui essaient de s'amener sur leur point de vue en disant « j'ai raison, viens faire le chemin, viens où je suis ». Là, on est quand même un groupe de personnes qui, par définition, on ne peut pas se contredire. On ne peut pas faire autrement que d'améliorer la pensée, d'améliorer la réflexion. C'est puissant comme outil. C'est quand même fabuleux. Et moi, je trouve qu'on n'en fait rien après. On en fait quelques publications, on fait des articles sur Internet, on fait quelques livres qu'on distribue ou qu'on vend, mais finalement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et là, je pense qu'on pourrait améliorer. On a des moyens de communication aujourd'hui qui sont tels qu'on peut toucher des milliers de personnes, des millions de personnes, comme ça, par un clic. L'émission Sous le bandeau, c'est au moins 8 millions par épisode. Le podcast Les Frangins sont pas tous gâteux, 6000 downloads par épisode. J'en rajoute peut-être quelques-uns, mais à 5500 près, on est bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Sérieusement, je pense que là, on a quelque chose à améliorer. Donc, évidemment, le point de départ de cette émission était sur la maçonnerie, mais assez rapidement, c'est sur ce qu'on fait des réflexions en maçonnerie. On n'en fait pas grand-chose. C'est ça. Puis je suis d'accord avec le fait que tantôt on parlait de l'étude de la symbolique. T'sais, est-ce que s'il n'y a pas l'étude de la symbolique, on est à côté? Mais à l'inverse aussi, je pense que s'il n'y a pas l'implication dans la société, on est à côté aussi. Non, c'est ça. C'est vraiment dans les deux sens. C'est ça. C'est comme la perpendiculaire au niveau. Littéralement, là, parce que moi, je dis toujours ça dans toutes les conférences qu'on fait. Avant de vouloir sauver le monde, il faut apprendre à te sauver toi-même. C'est ce que Gandhi disait. Et pour moi, ça revient à la maçonnerie. On fait un travail sur nous autres mêmes. Puis là, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est bien beau de se parader et de dire moi, je suis parfait. Non, attends. Là. Puis on va aller travailler dans la société. Là, on va aller construire des maisons pour les gens qui ont besoin. On va aller faire des paniers. On va aller intervenir dans des choses. Mais avant de vouloir faire ça, il faut qu'on soit conscient de qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait de notre bagage. Pourquoi avant? Pourquoi pas en même temps? Ben, je pense que, en tout cas, pour moi, OK. Ça revient à, moi, ma mentalité de quand je joue à des jeux vidéo. OK? Donc, je vais toujours, si je joue des jeux de stratégie, moi, personnellement, je vais toujours, donc c'est mon opinion. OK? Je répète, c'est mon opinion. Je vais toujours me forger une fondation. Puis après ça, quand c'est solide, là, je vais attaquer. Parce que si j'attaque tout de suite, il ne reste plus rien en arrière. Donc, je peux rien faire. Donc là, les autres vont rentrer tout le temps. Puis pour moi, travailler sur moi-même, c'est la même chose. Ça veut dire que je vais travailler la fondation de mon temple. Une fois ça, c'est fait, je vais continuer à travailler après. Mais je veux au moins m'assurer que, tu sais, je vais donner un exemple, d'être capable de parler devant des personnes. Ça m'a pris, les gens ne me créeront pas, ça m'a pris quand même quelques années pour être capable de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai dû travailler en premier sur moi, comprendre mes qualités, mes défauts, contrôler mon anxiété, de ne pas avoir peur que les gens peuvent rire de moi. Ça veut dire qu'il faut que je rie de moi, il faut que je fasse de l'autodérision. Mais c'est tout un processus qui a fait que, OK, je suis conscient de qui je suis. Une fois que j'ai ça, maintenant, je peux travailler, je peux aller de l'avant. Puis quand je vais de l'avant, ils vont me faire travailler. Là, je vais dire, OK, là, ils font travailler pour ça. Pourquoi? Ah, j'ai ça à modifier. Parfait, puis je vais continuer. Mais si je n'ai pas cette base-là, mon temple va s'écrouler tout simplement. Puis on va falloir que je le reconstruis puis je me réessaie par après. C'est un peu pour ça que je dis ça, mais tout ça, c'était basé sur une stratégie de jeu vidéo. Red Alert 2, vous allez voir, c'est fantastique. J'ai joué pendant des années. Mais pour moi, c'est ça. J'aime mieux, en premier, me solidifier pour faire le premier pas. Moi, j'ai l'impression qu'en tant que loge puis en tant que collectif, si on fait des actions caritatives, si on s'implique, qu'on fait des actions philanthropiques ou peu importe, puis qu'on s'implique dans la société et que tout le monde est inclus au fil du processus, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est très important. Puis j'aspire un jour à ce qu'on le fasse davantage. Tu sais. Et j'imagine que c'est un peu dans le même principe. Si on part du fait qu'on y va, puis qu'il y a des gens qui ont déjà une bonne expérience, mais la personne qui arrive et qui n'a pas encore travaillé beaucoup sur sa pierre, qui vient d'être initiée il n'y a pas longtemps, elle vient faire le travail, mais elle est témoin des autres, mais elle participe quand même. J'ai l'impression que des fois, on attend beaucoup avant de mettre des choses en place, d'être vraiment solide, et qu'on pourrait juste faire un pas. Commencer, puis que ça s'enclenche, puis d'accepter qu'on va peut-être échouer, puis qu'on va faire des erreurs. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça j'aimerais beaucoup qu'on fasse ça davantage. Il y a un truc que je trouve
On dit souvent, on entend souvent des frères et sœurs qui disent si tu veux faire des actions dans la société, tu n'as pas besoin de dire que tu es maçon. Tu le fais à travers d'autres organisations. Soit tu vas au Rotary, de Lions Club, ou tu le fais dans d'autres associations, des ONG, des œuvres caritatives. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de le faire en tant que maçon. C'est vrai. Mais pourquoi tu pourrais pas le faire en tant que maçon? Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors, je connais l'histoire en France, évidemment, de ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que c'est discret. Mais on parle quand même d'événements qui se sont passés, voilà, quand même 60 ans, 70 ans. Et puis, en France. Ici, on n'est pas en France. Ici on n'a rien qui nous pose problème. Non. J'ai été aux États-Unis cet été, j'étais à Boston et j'ai traversé, on est allé en voiture, j'ai traversé tous les petits villages jusqu'à là-bas. Chaque entrée de village, sous le nom du village, tu as marqué Équerre Compas, tu as marqué Freemason, Free and Respected. Et qu'est-ce qu'ils font ces francs-maçons anglophones, ces francs-maçons réguliers, comme on dit? Ils font majoritairement des œuvres caritatives à petite échelle, à moyenne échelle. Ils vont faire des choses dans leur village et puis dans le canton, ou puis peut-être participer à des œuvres un petit peu plus larges, mais essentiellement vont faire des applications directes d'œuvres autour d'eux pour aider à faire le bien. Et bien, ces maçons-là, on en a parlé. Moi, si demain je veux aller les visiter, officiellement, j'ai pas le droit. Et eux ne me reconnaissent pas comme franc-maçon. Et bien moi, ça me pose un problème. Ça me pose un vrai problème. C'est-à-dire que cette grande majoritaire en nombre, maçonnerie dite régulière, qui, on le sait, se caractérise par un travail rituelique et des actions dans la société sous forme d'actions caritatives directes, c'est-à-dire on n'est pas dans la réflexion, on prétend pouvoir changer les lois par une méthode de lobbying longue et fastidieuse. Non, nous, on passe à l'action, on fait une levée de fonds et puis on va ouvrir une bibliothèque. Voilà. Bon, et bien ça, c'est 10 juin de la franc-maçonnerie libérale et adogmatique qu'on pratique. Alors, on a quelques fondations, on a quand même des choses comme ça qui existent pour le mettre en place, mais on n'a pas de relation directe avec cette branche de la franc-maçonnerie qui, elle, justement, se focalise essentiellement là-dessus. Et bien, moi, ça me pose un problème. Mais je te dirais, c'est peut-être la réalité en Europe. Je pense qu'au Québec, il y a quand même des choses différentes. Tu sais, la maçonnerie québécoise, quand même, je te donne un exemple, encore une fois, avec les réguliers, par exemple, tu sais, mais eux ont les Shriners, ont un hôpital et publiquement, ils le montrent aussi. Tu sais, les maçons québécois, ils vont aller chercher les enfants à l'aéroport. On les a accueillis il n'y a pas très longtemps, qui sont venus parler de l'hôpital des Shriners et tout ça. Et il n'y a pas de problème, ils vont s'afficher, ils font des levées de fonds et tout ça. Nous, de notre côté, on l'a fait depuis quelques années. Moi, ça, Montréal, on fait des paniers de Noël pour les enfants. Cette année, on est public aussi. On s'en va, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Opération Père Noël, qui est... ça, c'est une cause, c'est notre sœur Christine qui nous a présenté ça. Et moi, j'ai adopté cette cause-là immédiatement. Au Québec, je pense qu'il y a au-dessus je pense qu'il y avait à peu près de 35 000 enfants, je pense. Récemment, je pense que j'ai vu le dernier nombre que j'avais vu, je pense que c'était 28 000 lettres. Que j'avais vu. On s'attend à avoir 28 000 lettres. Exact. Wow. Donc, 28 000 lettres d'enfants. La plupart, c'est des enfants de la DPJ ou des enfants qui sont dans des milieux défavorisés. Et les enfants, écrivent au Père Noël parce qu'ils n'ont pas nécessairement de cadeaux. Tu sais. Et là, ils demandent des cadeaux. Donc là, ils cherchent des Pères Noël pour donner des cadeaux à ces enfants-là. Nous, la Grande Loge, on participe à ça activement. Donc là, on a l'émission Sous Bandeau, on a 3 lettres. D'ailleurs, il faut que je vous les montre tantôt. On a 3 lettres en haut. Moi, ma loge a pris 3 lettres d'enfants aussi. Et ma famille, moi, j'ai envoyé ça à toute ma famille. Puis chacun va en parrainer des enfants. Tu sais. Puis pour moi, c'est ultra important de faire ce genre d'action-là. Mais je pense que nous, au Québec, on doit être des pionniers là-dedans et de se montrer. À chaque fois que je vais en France, moi, là, je suis comme un maçon à l'américaine un peu, OK? Moi, là, des tags là, de francs-maçons, j'en mets partout. Moi, s'il y a des espaces qu'il n'y a pas de logo, là, j'en fous un. Sur mes valises, là, j'ai des gros cresses de francs-maçons. Ah ouais. Puis le monde me regardait un peu croche. Puis t'as pas peur? Moi, j'ai peur de personne. Moi, je m'affiche comme franc-maçon. Sauf si j'irais à Dubaï, là, je serais un petit peu plus discret. Je changerais de valise. Je changerais de valise. C'est la seule place que je ferai attention. Mais en France ou en Europe, je m'en contrefous. Et à un moment donné, je suis arrivé aux douanes. Le monsieur me voit avec ma méga valise parce que je venais de faire le salon maçonnique de Lille, puis je me retournais à Paris pour partir après ça à Istanbul. Le monsieur il dit « Restez ici! » Puis il regarde ma valise, puis il fait
Il regarde mon écran, mon compas, il dit ok, c'est beau, tu peux passer. Mais je m'affiche, je m'en fous. Là. Je veux dire, moi, regarde, je peux pas cacher, mais j'ai vu que justement, il y a des gens qui hésitaient pour ça. Mais ici au Québec, aucun problème. Aucun problème. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire et mettre en avant. Et je pense qu'il faut participer à ce genre d'événements au sein de la franc-maçonnerie en s'affichant comme un Rotary, comme tu vois, il n'y a pas de. Je pense qu'il faut des levées de fonds, des soupers. Peut-être pas des soupers spaghetti, là, ou peut-être quelque chose d'autre là, pour. Ou alors t'invites à la prochaine émission Dominique Larson du Grand Orient du Québec et tu lui dis qu'il faut qu'il se remue. Ouais, pas de problème. La prochaine émission, il va être assis ici. Claudia va être ici, puis on va le brasser un peu. C'est parfait, ça. Parfait. On parle encore d'évolution, en fait, d'amélioration. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même aujourd'hui, tu sais, la maçonnerie, si on revient du côté symbolique, la maçonnerie, elle a quand même évolué dans ses rites. On commence, il y a très longtemps, le rite des anciens, tu sais. Le rite des modernes. Après ça, on a eu le rite français, on a eu le rite écossais ancien accepté. Même avant ça, il y a eu le rite écossais rectifié. On a eu le rite Internet de la Grande Lejanie. C'est vrai, on a créé ce rite-là. Le rite Internet? Durant la COVID, on a refaçonné. Ça, c'est le plus récent. Ça, c'est le plus récent. C'est vrai, ça, c'est vrai. On est les pignoyers là-dedans. Mais donc, on a eu plein de rites. Et jusqu'à... En 1970, je me souviens bien, le WATAR, le rite opératif de Salomon, qui a été créé par des frères du Grand Orient de France. Et je pense qu'il y a quelques mois, ou peut-être une année de ça, il y a un nouveau rite qui vient d'être sorti, qui s'appelle le rite Futura. J'ai acheté tous les livres, du 1 jusqu'au 33, et eux ont réécrit tous les rituels dans une modernité, je pourrais dire, du monde d'aujourd'hui, des symboliques que je ne m'attendais pas de voir nécessairement en maçonnerie, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et j'aimerais ça les rencontrer prochainement dans une émission. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Là, donc, s'ils nous écoutent présentement, j'aimerais ça vous faire une belle émission avec vous. Mais vous pensez de quoi, ça, justement? On parle d'améliorer. Est-ce que ça pourrait être possible? Parce que ça vient d'être fait. Vous pensez de quoi, ça, même des nouveaux rites aujourd'hui en maçonnerie? C'est intéressant. Moi, je veux juste le voir. Clairement, ça m'intéresserait de le voir. Tous mes livres vont tous disparaître ce soir. Claudia va partir. Exactement. Ouais. Si tu les cherches, tu sais où j'habite. C'est ça. Ouais, mais là, à ce temps, j'ai un nouveau truc. Hein? Maintenant, les gens qui empruntent des livres chez moi, je leur prends en photo. Comme ça, je peux leur revoir dans mon iCloud. Là, je vois les photos des personnes qui sont sauvées avec tous mes livres. Il n'y a aucun problème. Moi, en plus, j'ai une tablette de livres, pas juste empruntés à toi, mais quand quelqu'un me prête quelque chose, ça va sur cette tablette-là. Mais il y a une section de marquée Franco. C'est ça. Avant, c'était tous les livres à Franco. Maintenant, c'est rendu les livres qui me sont prêtés et que je n'ai pas le temps de lire. C'est ça. C'est drôle. Mais fait que vous pensez de quoi de ça? Moi, je pense que c'est super intéressant. Pour moi, la maçonnerie, c'est pas le rite. Ouais. La maçonnerie, c'est au-dessus des rites. C'est ce qu'on fait en maçonnerie. Voilà, c'est la maçonnerie. Et après, en maçonnerie, on fait comme on veut. Alors, on a les rites d'une part, et puis on a le type de maçonnerie qu'on veut faire, et puis le type d'environnement dans lequel on veut travailler. Ouais. C'est pour ça qu'on a des loges mixtes, des loges pas mixtes. On a des loges à différents rites qui vont travailler sur différentes choses. Ouais. Mais la maçonnerie, ça reste au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. Je donne un exemple. Hier soir, donc j'ai fait une double initiation hier soir. Ah oui? Comme vénérable maître, tu as le droit de faire ça? J'ai tous les droits, je suis vénérable maître. C'est comment ça fonctionne. Bon. Et on avait des visiteurs. Et ces visiteurs venaient d'Orient éloigné, ils étaient de passage à Montréal, d'obédiences différentes, de rites différents. Mais ils savaient ce qui se passait. Ils ont participé à l'initiation. Ils ont été actifs pendant l'initiation parce que ça reste une initiation maçonnique. C'est-à-dire, à peu de choses près, on a tous eu la même. À peu de choses près, on s'y retrouve, quoi. Voilà. Et c'est ça que j'appelle le côté umbrella, le parapluie. Ouais. Tu vois, c'est au-dessus de la différence de rite. Pour moi, si le nouveau rite, respecte ce qu'on fait sous cette espèce de chapiteau, alors bien sûr qu'on peut le faire évoluer. On doit le faire évoluer. On avait, voilà, quelques années, un rite que j'ai lu, que j'ai vu pratiquer une fois ou deux, que je trouvais très intéressant, le rite philosophique. Tu connais celui-ci? C'est une variante du rite français qui se dit rite philosophique. Et là, on revient à quelque chose de très intéressant, mais qui reste très maçonnique. Le rite français moderne rétabli, qu'une loge du Grand Orient du Québec a adopté récemment d'ailleurs. On salue notre frère Dominique. Ça revient, salut notre frère Dominique, il va être là bientôt, reprend aussi des principes qui sont très proches du rite français normal, mais avec des colonnes, avec des tracés. Tu sais, tu fais des ouvertures où tu traces encore le tableau de loge à la craie sur le sol. Tu vois, ça apporte quelque chose de très différent, mais ça reste de la maçonnerie pareil. Alors, un rite Futura que j'ai pas lu,
s'ils restent dans le même principe, les concepts de la franc-maçonnerie, en utilisant des choses qui sont plus ou moins modernes, oui, bien sûr. Moi, je suis tout à fait pour. Je pense que c'est très bien. On parlait tout à l'heure d'offices qui disparaissaient, mais on a aussi des offices qui s'ouvrent. Oui. Si tu regardes maintenant l'office du webmaster, c'est un vrai office. Le responsable du site internet d'une loge, si tu regardes la liste des offices possibles, ça reste un office qui existe. Ça n'existait pas avant. Nous, on va avoir l'office, le maître de l'intelligence artificielle. Ben c'est vrai? Peut-être. Pour vérifier que les planches, elles ont vraiment été écrites. C'est ça? Oui, puis pour faire des beaux logos. Oui, en plus. Ouais. On va peut-être avoir même des Tesla bots qui vont s'asseoir pour nous autres, faire les tenues à notre place. On va juste être assis pour on va les écouter. Mais tu vois, tu parlais de loges d'Internet pendant le Covid. Ouais. Mais moi, j'ai un frère qui m'a envoyé un email hier qui me disait, écoute, je ne peux pas venir en loge ce soir parce que voilà, il a quelques petits problèmes de santé, il se sentait fatigué. Et il m'a dit, il m'a vraiment envoyé ça hier. C'est marrant que tu en parles. Il m'a dit, est-ce que tu crois qu'on pourrait réfléchir à la possibilité de faire des tenues où on pourrait rajouter quelques personnes à distance à travers un laptop, tu vois, qu'on met. J'ai pas encore répondu. Je vais t'envoyer notre rite. Parce que nous, on l'a fait ça. Mais parce que je me pose des questions. Est-ce que parce qu'on peut le faire. On peut. On pourrait tout à fait poser un écran d'ordinateur avec quelqu'un, un Teams, qui suit ce qui se passe. Ouais. On peut. Est-ce qu'on doit? Quelle est la limite de l'évolution qu'on peut apporter? Ça a été une autre conversation philosophique que moi et Claudia, on a eue pendant longtemps, puis je pense qu'on a fait quelques émissions là-dessus. Mais, tu sais, pour moi, il y a plusieurs aspects. Quand que nous, c'est arrivé, quand on a eu cette expérience-là durant le temps de la COVID, pour nous, c'était une roue de secours. Okay? On était heureux, on réussissait à se rencontrer, on se connectait sur Internet, on avait cette belle synergie-là. Les premières tenues, là, ça allait super bien. T'sais, même moi, j'étais un peu fou. Ici, littéralement, j'avais reproduit le temple maçonnique, puis j'avais invité 2 personnes, même si je n'avais pas le droit des fois, qui occupaient des offices pour allumer des chandelles, faire des choses, puis les gens voyaient ça. Fait que j'avais mis mes caméras de studio. C'était fou, là. C'était parfait. Mais, à un moment donné, quand c'était plus moi qui présidais, puis que là, j'assistais à une autre tenue Internet, et là, je voyais ce qui se passait, et là, je devenais désintéressé. Et pourquoi? Parce que je suis sur mon ordi, je reçois des messages. Là, automatiquement, moi, je suis distrait. Je vais aller voir d'autres choses. Mon téléphone n'est pas fermé. Il va s'allumer. Ben oui. Bip, 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 bip. Donc, je vais être tout distrait. Ma fille peut rentrer dans le bureau et dire « Ah, papa! Ah! » Puis là, je fais « Va-t'en! » Mais ça m'a sorti. Donc, toutes ces distractions-là ont fait en sorte que je me suis dit « Non, il n'y a rien mieux pour moi. L'énergie d'une loge, si on revient du côté ésotérique, il n'y a rien qui bat ça. » Mais l'opportunité que ça nous a donné, c'est qu'on a eu des loges quasiment de 200 personnes qui sont venues d'un peu partout à travers le monde pour assister à nos travaux. Fait que tu as cet autre côté-là qui va nous permettre de rencontrer tout plein de frères et sœurs, puis que ça fait en sorte que quand on a voyagé, on a revu ces frères et sœurs-là. D'ailleurs, je pense à ça, je pense à notre sœur Zoé. Mais c'est ça, donc ça nous a permis d'ouvrir sur le monde. Mais est-ce qu'on faisait vraiment de la maçonnerie de l'intérieur? Il y en avait parce qu'on suivait quand même un rituel, mais je ne crois pas que ça revient à l'essence de cette maçonnerie-là. Mais si on pense éventuellement à vouloir, disons, faire de la maçonnerie dans des endroits, dans des territoires qu'on n'aurait jamais pensé, exemple au Québec, le Nunavut, tu sais, bien, s'il y a une possibilité d'avoir des maçons qui sont à distance pour qu'ils puissent participer parce qu'eux ne peuvent pas l'avoir, il y aurait peut-être une discussion à avoir. Tu sais? Mais pour moi, les initiations, les élévations et les passages, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire. Fait que c'est sûr que la personne doit le faire. Tu sais? Mais là, ça revient. Là, vous me faites penser à une autre affaire. Là. Parce que là, moi, quand tu sais, mes projets, là, Claudia, elle le sait, là, j'ai parlé avec Sylvain et il a essayé de me calmer là, il y a 3 semaines de ça. Moi aussi, je voulais créer un nouveau rite. Moi, je voulais créer un rite maçonnique, OK? Que les 4 premiers degrés, okay, sont faits à la maison, comme les Rose-Croix. Les Rose-Croix, là, je vais peut-être me faire lancer des tomates ce soir, là, je vous le dis. Là, si vous n'êtes pas content, mettez des commentaires dans la vidéo, ça l'aide vraiment les commentaires. Mais moi, je me disais, je regardais les Rose-Croix, je pense, leurs 3 premiers degrés ou leurs 2 premiers degrés, c'est des degrés qu'on s'initie par soi-même et on fait tout le travail à la maison. Donc, en tout temps, dans sa carrière, dans les Rose-Croix, je ne suis pas Rose-Croix, là, mais j'ai quand même lu, puis je connais des frères qui sont aussi des Rosicruciens. Et eux m'ont expliqué que les premiers degrés sont faits à la maison. Tu montes ton propre temple, tu fais ta propre initiation. Et là, par après, quand tu es prêt, là,
t'as un certain degré que tu as une initiation, et là, tu vas formellement dans le temple des Rosicruciens, et là, tu peux faire des travaux avec eux. Mais c'est pas obligatoire. Est-ce que, justement, une amélioration, une évolution de la maçonnerie, éventuellement, pourrait avoir ce genre de choses-là, tu sais, d'avoir une partie qui peut être faite par soi-même, puis après ça, je dis, là, préparer tomate, vous pouvez me lancer, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pensé, ça, c'est à cause de toi, parce que si j'avais pas écouté Tout est ta faute. Tout est ta faute. Si j'avais pas écouté ton émission, ça m'aurait pas fait réfléchir à ça, puis j'aurais pas eu d'autres conversations avec plein d'autres mondes. Mais tu sais, est-ce que, pour moi, c'est une question légitime, tu sais, sauf que ça peut apporter d'autres problèmes, parce que je veux pas trop je continue, j'arrêterai jamais de parler, là, mais sinon, il y a peut-être de l'autre côté des gens qui vont vouloir se prétendre maçons en faisant juste ce genre de choses-là, puis pas aller en loge. Donc, il y a peut-être une contrepartie. Comme que, pour moi, un autre des downsides, c'est que vu que on a des caméras, si tu installes des caméras dans le temple pour pratiquer ta maçonnerie, pour laisser les autres pratiquer leur maçonnerie, il faut que ça soit aussi sans faille, parce que s'il y a des gens qui ont accès à ça, ça veut dire qu'ils vont avoir accès aussi à ces rituels-là. Et ça, c'est peut-être un bémol. Mais bon, c'était tout mon commentaire là-dessus. Claudia, t'as une tomate? Ouais. Tu as une tomate pour moi? J'ai une bouteille d'eau. Oh, ça fait mal. Ça ouais, fait mal. On voudrait pas faire ça. Mais tu penses de quoi, ça, justement, ce genre de maçonnerie-là? Est-ce que tu trouves qu'encore aujourd'hui, ce serait important de faire perdurer ça, ce genre de maçonnerie-là, même par Internet pour... Tu veux dire un rite pas nécessairement le rite, j'ai avancé trop là, sur le rite, là, mais juste l'aspect Internet, comme notre frère Ludo disait, c'est quelque chose que tu peux voir dans un futur proche. Là. Ben, c'est quelque chose qu'on a parlé souvent, puis nous, on en a fait des tenues hybrides. Hein? On a fait des allumages, on a fait une couple de choses parce qu'il y avait un nombre restreint de gens qui pouvaient être présents. Donc là, il n'y avait que les officiers avec les règles, etc., là, qui officiaient, puis il y avait plein de gens qui étaient spectateurs. On a eu des lectures de planches aussi quand on a fait au début le rite Internet Zoom, quand tout était fermé. Donc, on a eu des bonnes expériences. Moi, la manière dont je le vois, je verrais peut-être qu'on crée une loge Internet. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté. Une loge Internet qui, une fois, mettons que tu es maître ou tu sais, quelque chose comme ça, ben, peu importe ton obédience, tu peux te joindre puis venir discuter de différents sujets multi-rites, tu sais, quelque chose comme ça où est-ce que les gens viennent partager puis sans nécessairement que ce soit quelque chose d'aussi contraignant qu'une tenue régulière, tu sais, mais peut-être 4 fois par année. Puis là, les gens de partout peuvent venir discuter. Parce qu'à ça, il y a une richesse incroyable. Tu sais, quand on était à un moment donné, on était 3 continents, je pense. 4 continents, en tout cas. Tu sais, c'est vraiment exceptionnel. De l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Sud puis de l'Amérique du Nord. Là, et moi, je me souviens, j'ai assisté à une tenue blanche aussi à un moment donné qui était au Japon. Tu sais, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire autrement. Puis j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Tu sais, donc là, ça nous permet de maintenir des contacts plus serrés avec des gens qui sont loin en distance. Ça a une grande valeur. En même temps, évidemment, il y a le côté sécurité. Évidemment, il y a le côté est-ce qu'on va être aussi capable de se concentrer? Tu sais, si on commence à avoir des écrans dans le temple, un problème technique, tu sais, toutes sortes de choses comme ça, quel impact ça va avoir? Je me souviens à un moment donné, je ne sais plus si c'est toi ou Sylvain qui disait ça, « Hey, on pourrait mettre des murs entiers comme des écrans, puis là, on fait apparaître les décors, puis en fonction des tenues. » J'ai encore ce plan-là dans ma tête. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme un autre extrême, tu sais. Ouais. Donc tu sais, tout est possible. Ouais, tout est possible. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Et pour revenir à ton exemple avec les Rosicruciens, c'est l'inverse finalement. C'est les premiers degrés, on doit les faire en présentiel. Mais après, je suis d'accord avec toi. Des tenues de maître, on n'en fait pas beaucoup dans l'année. Ouais. Parce qu'on a la plupart des tenues qu'on fait sont au premier degré, et puis après on fait quelques tenues au deuxième pour faire les passages, etc. Mais des tenues au troisième dans lesquelles on fait des planches de troisième degré, dans lesquelles on étudie vraiment la symbolique du troisième degré, on n'en fait pas beaucoup. Ça, c'est typiquement le genre de travaux qu'on pourrait faire de cette façon-là. Parce que si on fait une soirée, une tenue où on va lire 2-3 planches, 2 mètres, avec, comme tu dis, on s'ouvre à plus qu'une seule loge, là, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique. La fraternité, pour moi, c'est le point de départ. Là, je ne crois pas que ce soit un des principes fondamentaux de la Rose-Croix. Je ne sais pas, je ne suis pas expert en Rose-Croix, mais c'est un des principes fondamentaux de la maçonnerie, en tout cas. Et je ne pense pas qu'on puisse développer la fraternité en travaillant tout seul chez soi. Je pense qu'on a vraiment besoin de se faire initier. D'ailleurs, dans notre rituel d'initiation, hein, on a un rapport très charnel dès le début. On a des gens qui s'appuient sur nous, qui nous aident à évoluer. Donc, on est soutenu physiquement. Donc, je pense que ça, on peut pas y couper. On ne peut pas passer à côté de ça. Par contre, après,
l'obtention de certains grades, en particulier celui de la maîtrise, je pense que là, on pourrait tout à fait envisager ce genre de choses et je pense que c'est une initiative qui serait très intéressante. Ouais. À titre personnel, j'adorerais avoir des tenues supplémentaires, peut-être quelques-unes dans l'année comme ça, qui pourraient se faire à distance, dans laquelle on viendrait juste travailler, écouter des travaux, prendre part aux travaux, faire circuler la parole, à creuser. Ouais. Ce serait intéressant. Rapidement, là, on a déjà dépassé l'heure. Là, c'est fantastique. Là, puis je sais que tu habites quand même pas loin de chez Ça moi. m'a pris 2h47. Pour vrai? Non, 1h15. 6000 auditeurs, Ouais. 2h47. Ouais, je me vends un peu. Ouais, là, c'est tu ça, vois. je vois. Hein, ça, c'est correct. Mais on parle de ce genre de choses-là, de modernité. On n'en entend plus parler. Peut-être c'est à cause de la COVID que c'est terminé, ou peut-être que le projet Meta ça fonctionne plus ou moins bien. Mais les loges avec des casques virtuels, vous pensez de quoi de ça? Moi, je suis motion sick, Franco. Oh mon Dieu. Non, mais c'est arrivé quelques fois, là, tu sais, j'essaye des différentes affaires après 3 minutes, je suis comme, oh mon Dieu, je vais vomir. Fait que je pense que il y a eu des projets déjà qui étaient en plan, je trouvais ça super intéressant, je me suis dit, il faut que j'essaye, mais je pense que je vais avoir mal au cœur. L'avantage, c'est que j'aurais pas besoin d'acheter un nouveau costume. Non, c'est ça. Je peux rester en short et en t-shirt, ouais. Et puis dans mon casque, là, par contre, je suis bien sapé. Mais c'est ça l'affaire. Parce que l'avantage avec ça, la loge, disons, qui organise ça, tu pourrais acheter des décors particuliers. Donc là, pour 5 € ou 5 $, tu pourras avoir un nouveau costume. Ouais. Tu vas bien paraître en loge. Non. Éphémère. Je sais pas, moi, ça marcherait pas avec moi. Je crois que j'ai un côté un peu vieux jeu. Moi, j'aime bien aller à l'endroit. J'aime bien rentrer tard le soir après avoir rencontré mes frères et sœurs. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur encore, le côté très physique des rencontres comme ça. Donc, tu es prête à... Donc, si je comprends bien en conclusion de cette émission, pour ton sujet, tu es prêt à faire avancer un peu la maçonnerie, mais pas trop. Pas trop. Quelle conclusion quand même. Ben, comment qu'on fait avancer la maçonnerie? Un pas à la fois, voyons donc. Vous connaissez pas votre tuilage, vous? Mot de la fin, frère Ludo? Ton mot de la fin pour l'émission? Eh bien, écoute, ça m'a fait très plaisir de venir. Alors, toi, je te connaissais, on s'est déjà vu en loge, mais Claudia, je l'avais simplement rencontrée sur mon écran. Alors, ça me fait plaisir de te voir en grand, comme ça. C'est pas vrai, on s'est croisés une fois, mais on n'a pas eu l'occasion encore de faire de tenue ensemble, donc j'espère que ça va arriver bientôt. Non, ça m'a fait très plaisir. Merci pour ton invitation, Franco. Écoute, tu reviens quand tu veux. On peut quand faire il neigera moins. Ouais, c'est ça. Ce soir, c'était dangereux pour venir. C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme je pense, la première tempête de neige là, qui est apparue. Non, là, avec donc, plaisir, avec plaisir. Ben, t'es bienvenu. Merci, mon frère. Alors, ça, Claudia! Oui, c'est tellement intéressant, ce questionnement. Hein? Moi, je trouve que ça nous ouvre à c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent et qu'on doit se poser. Donc, je trouve ça fantastique que tu parles de ça sur ton podcast, puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on aborde ça. Ouais. Je pense que ça nous ouvre dans nos réflexions à tous nos frères et sœurs, à tous nos auditeurs. Ça nous ouvre à qu'est-ce que ça peut être. Puis je pense qu'à partir de ce rêve-là, de ces intuitions-là qu'on a, on peut tout créer. Ensuite, il faut juste le mettre en action. Ouais. C'est fantastique. Puis à chaque fois, tu as des nouveaux sujets, Ludo, qui sont super intéressants. Reviens en studio. On va les refaire avec toi pour que ce soit... ça nous économise des émissions. On peut reparler de ça. Non, mais c'est vrai, c'est des choses que... Puis moi, j'aime ça parler beaucoup de philosophie, philosophie un peu en maçonnerie, penser à des concepts ou quoi que ce soit. Je trouve ça fantastique. Fait que ça nous a permis de vraiment... Des fois, on fly quand on jase. Quand on fly, on fly. Ouais. Donc, merci Claudia. Là, il faut que tu reviennes, hein, n'oublie pas. Je reviens. Moi, j'ai un abonnement à vie. C'est ça. OK, c'est juste que là, je l'ai partagé avec Sylvain récemment. On a partagé notre abonnement à vie, vu qu'on n'a pas pu être là en même temps. Ouais. Mais là, c'est fini. Tu reviens. Faut juste que tu mettes une plus grande table. Oui, non, mais il y aurait de la place pour bébé. C'est juste que bébé, quand il parle, quand on l'entend, on l'entend partout. Oui, c'est ça. On n'entend plus rien d'autre. C'est ça. Ah ouais. Elle vient nous porter des choses. Regarde! Fait que ça fait en sorte qu'on fait comme... Ça fait beaucoup de montage pour Franco. C'est ça. Beaucoup de montage. Le bébé, enlever les sons. Même l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ça. Non. La purée. La purée partout. Sur les caméras. C'est ça. Jouer avec la grosse caméra là-bas. Non. Donc, un grand merci d'avoir été aujourd'hui avec moi. C'était vraiment super agréable. Merci encore une fois à tous nos auditeurs. Nos membres Patreon, là, patreon.com/sur-le-bandeau. Écoute, je me suis rendu compte de quoi, Claudia? Il y a maintenant un forfait gratuit. Donc, c'est comme des... C'est pas cher. C'est pas cher, ça vaut la peine. Ça coûte $0, 0 centimes. Zéro.
Et vous pouvez avoir accès, en fait, à toutes les émissions dès que je les publie sur le site de soulbando.ca. Je les mets également sur Patreon, donc vous pouvez l'accéder. Au moment que ça sort, vous pouvez l'avoir directement sur Patreon. Mais on a quand même, Claudia, on a 4 forfaits. Oui. On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Et c'est bon, ça. On a bien répété. Ouais, c'est bon. On est sacré. Le forfait à 33 $ est tellement hallucinant, c'est que pour les 10 prochains épisodes, vous allez avoir le contrôle total sur les sujets que notre frère Ludo veut sortir. Absolument. Ouais. Absolument. Donc, toi, spectateur, absolument. Ouais. Donc, si vous abonnez durant les 15 prochaines minutes au numéro que vous voyez en dessous, vous allez avoir accès à tout ça. Ça va être absolument incroyable. Sinon, encore une fois, merci à nos commanditaires. Donc, no-column.com qui est un fournisseur de régalia absolument incroyable. Donc, vous allez les voir. Et évidemment, consultants BGH, qui sont des frères qui travaillent en informatique. Si vous avez besoin de services informatiques, ils sont là aussi. Donc, si vous voulez aussi contribuer à l'émission, c'est très simple. Là, vous allez sur patreon.com/soulbando. Tantôt, je parlais de notre site web, soulbando.ca. Il y a une boutique, si vous voulez, notre fameux chandail que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Et l'autre chandail que j'avais fait plus tôt dans l'année, avec le maillet, le ciseau, la console, le micro, qui sont les outils d'un franc-maçon moderne. Donc, dans cette modernité. C'est le préféré à Sylvain. Je sais. Ils sont là, ils sont tous sur la table. Je pense qu'il l'a tous les jours. C'est ça. Le micro. on a tout presque. Donc, soulbando.ca, il y a la boutique. Sur notre page Facebook, facebook.com/soulbando. Et notre page YouTube, si vous aimez ce qu'on fait, vous appuyez sur le petit like, puis ça nous aide tout le temps. Présentement, on est rendu à 3100. Ça dit 3160 ici, mais on est à 3165. On a la dernière mise à jour aujourd'hui sur l'ordinateur. Donc, un grand projet. Donc, merci beaucoup encore une fois. Donc, mon nom est Franco, puis je vous dis à un prochain épisode. Bye! Bye! Bye!